Salut, Bhaskar pour Hypnomachie, nouvelle vidéo dans la nature et aujourd'hui j'avais envie de vous parler justement de la connotation émotionnelle d'un certain nombre de mots. Alors, ça rejoint un petit peu le thème sur la perversion narcissique qu'on avait déjà abordé ensemble. Mais d'une façon générale, il va être ici question de tous les termes plus ou moins psychologisants, psychiatrisants, psychanalysants. Alors je parle bien évidemment des histrioniques, des borderline, des schizophrènes, des pervers narcissiques, donc de toutes les appellations obsessionnels compulsifs, troubles bipolaires, etc. qu'on peut retrouver donc dans les milieux de la psychiatrie, de la psychologie, etc. Ces différentes appellations donc, sont parfois proposées par des thérapeutes, voire même peuvent être complètement choisies par les patients qui ont lu un livre, vu un podcast sur internet, etc. Et très souvent, on ne fait pas attention à la connotation émotionnelle qu'il y a autour de ces termes. C'est-à-dire que chez énormément de gens et dans tous les camps, entre guillemets, vraiment que ce soit les soignants comme les soignés, je remarque que très souvent, il y a une espèce de petite connotation un petit peu péjorative, une espèce de connotation qui dit en gros, il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Un tel, il est un peu obsessionnel, quoi. L'air de dire, ce serait bien qu'il travaille sur lui, quoi. Genre, il pourrait être normal. Il pourrait être normal. Et cette connotation de « il pourrait être normal », en fait, elle est extrêmement perverse d'un certain point de vue. Vous avez entendu le extrêmement perverse d'un certain point de vue. Vous la sentez, la connotation, là ? C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de norme implicite qui ne s'assume pas dans l'usage de ces termes. Et cette norme implicite, tant qu'on est en train de se référer donc implicitement à cette norme, eh ben, on n'est pas en train de parler de ses émotions, on n'est pas en train de verbaliser ses émotions, on n'est pas en train d'élaborer ses émotions. Autrement dit, on croit qu'on parle de l'autre, alors qu'en fait, on parle de soi. Alors là encore, c'est correct, tout est correct dans ce bas monde. Là, c'est une invitation à mettre de la conscience là-dessus. Une des choses que je remarque chez les gens qui ont énormément fouillé ces concepts, c'est justement une relative neutralité émotionnelle quand ils parlent comme ça de troubles bipolaires, de troubles obsessionnels, de troubles narcissiques, etc. C'est qu'il n'y a vraiment pas de jugement, cela s'entend dans leur façon de prononcer les choses. Et justement, ils se mettent à distance de la récupération vulgaire au sens du vulgum pecum, de la récupération courante du mot, pour être véritablement professionnel par rapport à ces notions, et donc de n'y surajouter aucune valence négative. Et aucune valence tout court d'ailleurs. C'est-à-dire que l'hystérique sera considéré comme hystérique, d'accord ? C'est un mode de fonctionnement, tout comme il y a, je sais pas moi, des Italiens, des Algériens, des Belges, des Suisses, et il y a aucun besoin de surajouter le moindre jugement de valeur sur un fonctionnement qui est neutre. Cette relative inconscience des valences sous-entendues derrière les termes, vous allez la retrouver dans les débats, les éternels conflits mimétiques entre pré-rationnel et rationnel, entre les scientifiques qui essaient de débunker, comme ils disent, des choses, sans se rendre compte en fait que on est là encore dans un conflit mimétique coincé. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, je ne reviens pas sur ce sujet. Mais c'est exactement la même chose quand quelqu'un vous demande vos sources. La notion de demander des sources, c'est une activité qui arrive typiquement avec la science, et dans le cadre d'une démarche scientifique, c'est tout à fait rigoureux et respectable. Simplement, si vous regardez bien, la source de toute information, c'est le réel à un moment donné. C'est le réel, alors c'est le réel qui est interprété, déformé, raconté, on crée des narrations autour du réel, parce qu'en fait chaque système nerveux ne peut pas faire autrement que de scotomiser le réel, d'en faire des petites tranches, et ensuite va essayer d'oublier qu'il a scotomisé le réel. Et donc, il y a des gens qui cherchent les sources pour essayer de voir quelle est la meilleure scotomisation qui correspond le plus au réel. Moi j'ai un scoop pour ces gens-là, c'est le réel n'est pas scotomisé. Donc la démarche intellectuelle qui consiste à essayer de démontrer que votre scotomisation du réel est meilleure que celle du voisin est d'une vanité absolue. Alors, c'est réel à un endroit dans le sens où ça permet de faire une transition entre le pré-rationnel et le rationnel, et que cette transition n'a pas été faite par un certain nombre de gens. Vous le voyez dans les commentaires de vidéos comme typiquement la perversion narcissique ou le socialisme, où il y a plein de gens qui disent oui mais, qui plafonnent en pré-rationnel et qui ne sont pas capables d'entendre et de concevoir des arguments rationnels. Donc effectivement pour ces gens-là, c'est de la pédagogie, mais qui dit pédagogie, c'est comme dans pédiatre, c'est pour les enfants. C'est-à-dire que c'est bien pour les petites classes, donc si on n'a pas les bases, il n'est jamais trop tard pour faire ses classes. Je n'ai jamais fait mes classes. Pardonnez-moi.
Mais ça n'est pas vraiment une réflexion adulte, si vous voulez, hein. Donc voilà, tant qu'on n'est pas conscient qu'on a scotomisé le réel pour faire une narration et qu'on est dans ma narration est meilleure que la tienne, on est encore dans des jeux d'enfants, hein. Mon papa est plus fort que toi, c'est exactement le même pattern, et ce, même si c'est fait par des adultes de 40 ou 50 ans. Et c'est pas forcément lié aux gens, c'est lié au cadre lui-même, hein. Regardez la discussion que j'ai eue avec Étienne Chouard, hein. Je vous ai mis les deux longues vidéos, hein. Vous avez déjà été plus de 1000 à vous taper comme ça 3 heures de débat, hein. Vous avez un courage de dingue. C'est voilà le cadre du débat, le postulat implicite, c'est il y a une narration meilleure qu'une autre. Et donc comme celui qui contrôle le cadre contrôle l'interaction, si le cadre c'est un cadre de débat, et voilà, on va repartir dans un conflit mimétique dans lequel, surprise, le rationnel va à chaque fois poutrer le pré-rationnel. À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, j'ai déjà dit. Mais ce sont des mécanismes qui sont encore à l'œuvre, et encore aujourd'hui, à heure de grande écoute à la télévision, on va faire des débats. Donc la notion de valence, elle est ce qu'elle est. On a des émotions et c'est tout à fait correct d'avoir des émotions. Vraiment, moi je vous invite simplement, lorsque vous posez une valence négative sur quelque chose, à en être conscient. Et il y a énormément de thérapies psychologiques ou de systèmes psychothérapeutiques, voire de systèmes religieux, voire idéologiques tout simplement, qui subcommuniquent, qui font passer sous le seuil de conscience comme ça des valences négatives. Donc par exemple là je lisais tout à l'heure un livre sur la psychose, et qui disait voilà le ratage du nœud borroméen. Donc dès qu'il y a ratage du nœud borroméen, je disais tout à l'heure un livre comme ça qui parlait du ratage du nœud borroméen dans la construction de la psychose. Donc ça sous-entend qu'il faudrait réussir à un moment donné quelque chose et que donc l'être humain devrait se conformer à un modèle dans sa création, dans sa genèse. Et on peut le postuler, on peut le penser, mais est-ce que c'est vrai ? C'est pas dit justement, parce que là on n'est pas dans une approche scientifique, et même l'approche scientifique elle présuppose encore que le monde est matière, etc., alors que c'est pas évident du tout, puisqu'on n'est même pas fichu de déterminer la nature de la matière. Donc c'est vraiment, les choses ne sont absolument pas évidentes, et je vous invite juste à prendre des pincettes avec ces évidences qui n'en sont pas, tout comme il n'est pas évident du tout qu'un borderline, qu'un psychotique ou qu'un narcissique par exemple est ontologiquement un problème. Ce sont simplement des façons d'être au monde. Alors bien sûr, le but du jeu ici, c'est simplement de mettre de la conscience sur un mécanisme psychologique, sur ce qu'on appelle un jeu psychologique, hein. Les défauts, c'est un jeu psychologique. Pour ceux que ça intéresse, je fais aussi un séminaire sur le sujet d'ailleurs. Et voilà, mais c'est ni bien ni mal un jeu psychologique. Un jeu psychologique, c'est simplement une façon de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Alors certes, c'est une stratégie infra-optimale, mais toutes les stratégies infra-optimales sont tout à fait respectables. Je veux dire, on a tous fait des œufs au plat en mettant des petites coquilles d'œufs dedans, hein. C'est infra-optimal, et pour autant, on a quand même mangé nos œufs sur le plat, pas de problème. C'est exactement le même pattern quand on demande des sources, si vous regardez bien. Demander des sources, il y a en général une valence implicite qui consiste à distinguer les sources valables des sources non valables. C'est même le seul intérêt en fait à demander des sources. Or la source, c'est toujours la même, c'est le réel. Et si vous regardez bien, quand on demande des sources, en fait, il y a implicitement un conflit mimétique entre le pré-rationnel et le rationnel qui est sous-entendu. Sous-entendu, est-ce que la source est fiable ? Est-ce que la source, elle est sérieuse, etc., avec que des mots qui sont porteurs comme ça d'une valence. Donc faites attention à ça quand vous demandez des sources. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, là encore, hein, c'est très bien de faire la recherche universitaire, de faire la recherche rationnelle plafonnée, c'est tout à fait respectable. Ce que je dis, c'est que si on veut faire de l'hypnomachie, là par contre, ça devient intéressant de se rendre compte qu'il y a autre chose qui se joue. Voilà. Après, si on rentre dans l'idéologie justement qui sous-entend la recherche universitaire, dans ce cas-là, pas de problème, et donc ça peut amener à des productions tout à fait fécondes, hein. Le hic, c'est que tant qu'on reste comme ça dans ce conflit mimétique, donc pré-rationnel, rationnel, j'en ai déjà largement parlé sur la chaîne, donc je vous renvoie aux vidéos qui en traitent, notamment la tâche aveugle, la zététique, la science meilleur système pour connaître le réel, etc. On va s'engueuler avec la personne, ça va être le fameux débat. J'étais tombé rapidement sur une vidéo comme ça, sur l'existence de Dieu dans la série de la vidéo que j'avais fait, où il y avait Thomas Durand comme ça, et un autre monsieur que j'avais déjà vu sur YouTube qui parlait de la chose. Bon, au final, j'ai regardé peut-être 3 minutes en accéléré, parce que les gens ne s'écoutaient pas, et que quand on ne s'écoute pas, c'est normal en fait. Le principe même du rationnel plafonné, c'est de ne pas s'écouter les uns les autres, et au final, c'est très très limité en fait. Ça donne des débats, pardonnez-moi l'expression, mais ça donne des débats à la con, comme celui que j'ai eu avec Étienne, où
Ouais, bah il n'y a pas d'écoute quoi, il n'y a pas d'écoute, donc du coup c'est pas très fécond, c'est peu intéressant. Alors bien sûr, ça permet déjà de dire voilà, il y a le Y-isme qui affronte le X-isme, ok, ça permet de clarifier la carte du monde avec des camps, avec des concepts clairs. Bon, c'est une première étape à la réflexion, pas de problème. Mais dans la tradition, on dit souvent qu'il y a plusieurs niveaux aux choses. Le premier niveau, c'est ce qu'il faut faire, le deuxième niveau enseigne comment faire le premier. Hein, c'est facile, on est là, je sais pas, vous apprenez là. Là, je suis en train d'apprendre le golf. Tous mes amis m'encouragent. Même privé de mes sens, je sens leur cosmo-énergie m'envelopper. Tous ceux qui m'ont aidé à vaincre tous les obstacles qui me barraient la route. Tous ceux qui se sont battus à mes côtés contre le même ennemi. Mes compagnons, mes amis, mes frères. Ils me prêtent tous leur force et leur volonté pour surmonter l'ultime épreuve. Je sens que leur énergie m'ouvre la voie du 7e sens. On fait une initiation au golf. Bon, eh ben, le premier niveau enseigne, voilà, il faut taper dans la balle comme ceci. Le deuxième niveau vous enseigne comment réussir à taper dans la balle. Parce que c'est pas tout de savoir ce qu'il faut faire, il faut encore être en capacité de réussir à le faire. Et ça, c'est une autre histoire. C'est un autre niveau d'initiation, si vous préférez. Dans les arts martiaux que je connais mieux, c'est pareil. Voilà, il y a la théorie, tu prends le bras du mec, tu le mets comme ça. Et il y a la pratique. Quand le mec il veut pas, comment tu fais pour réussir à le faire? Une autre histoire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si jamais elle t'a plu, tu peux nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie, nous mettre un petit pouce vers le haut comme ceci. Merci aux tipeurs, sans lequel cette vidéo n'aurait pas pu être possible, bien sûr. Dis donc, Bhaskar, c'est avec l'argent des abonnés que tu te payes des séances de golf? Non, ça n'a rien à voir, c'est un ami qui m'a invité. Vous la sentez là, la valence émotionnelle derrière l'idée de faire du golf? Allez, salut Internet.